Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble un dossier qui m'a été demandé dans le canal Telegram. Vous pouvez le rejoindre via le lien qui se trouve dans le commentaire épinglé de la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours de l'action Oracle. Donc Oracle, on était à quasiment 200$ fin d'année 2024, début 2025. Ça a bien dévissé. Est-ce que c'est le moment d'essayer d'attraper le couteau qui tombe? On va regarder ça ensemble. L'évolution du chiffre d'affaires. Donc, on a eu la publication du premier trimestre 2025. Alors, je crois que eux, ils sont en exercice décalé, donc ça doit être leur troisième trimestre 2025, à vérifier. On est pas si mal sur la croissance. On est sur 3 en médiane, bon, c'est faible, mais sur les 12 derniers mois glissant à février 2025, on est à 6,2%, ce qui est pas si mal. On voit que c'est aussi une croissance qui est boostée par les acquisitions. On a eu une dernière acquisition ici entre 2022 et 2023, enfin 2023 du coup. C'est une acquisition à quasiment 28 milliards, donc c'est énorme. Ça a boosté bien la croissance pour l'amener à 17,7% en glissement annuel à mai 2023. Bon, croissance plutôt faible, croissance organique plutôt faible, on est plutôt sur un consolidateur de marché. Ensuite, regardez les taux de marge. Alors, au début de la décade, on était à 80% quasiment. Ça a bien baissé, On est passé maintenant à 71%. Ça, c'est pas bon. Ça veut dire, bon, alors, dans l'absolu, c'est très bon. On est sur un taux de marge brute au-delà de 60%, sur un taux de marge brute de logiciel, quasiment, donc il y a peu de coûts des intrants. Donc ça, en fait, on est énorme en taux de marge brute, mais ça nous montre qu'on perd des parts de marché. Le groupe perd des parts de marché puisqu'il arrive plus à maintenir les prix, et donc ça se voit dans la marge brute. Bon, le groupe arrive à compenser ces pertes de parts de marché, cette baisse de la marge brute, avec un taux de marge d'EBITDA qui chute moins vite, voire qui remonte un petit peu même sur les dernières publications, qui revient se coller à la médiane. Donc, on a compensé cette baisse de la marge brute via des gains d'efficience opérationnelle. Alors, qu'est-ce que ça peut être les gains d'efficience opérationnelle? C'est très simple, vous licenciez des gens, vous optimisez les processus, vous mettez en place des logiciels, vous développez la productivité, formation, etc. Donc c'est ces moyens-là. Le taux de marge net, lui, il a un peu plus accusé le coup. Donc, ce qui rentre en ligne de compte aussi dans le taux de marge net, il y a l'endettement financier, on va le voir. Et les charges d'intérêt, ça pèse. On a aussi beaucoup de dépenses non cash. Comme on fait beaucoup d'acquisitions, on doit aussi potentiellement déprécier du goodwill, par exemple, déprécier des intangibles, amortir des intangibles, pardon. On déprécie du tangible et on amortit du intangible. Donc, ça doit impacter la marge nette. Et c'est ce qu'on voit ici, mais toutefois, elle rebondit un petit peu depuis 2023, même depuis 2022. On a réussi à la faire monter, cette marge nette, pour pratiquement recoller au taux de marge médian de 24%. Ce qu'on voit ici, c'est pas si mal, mais c'est quand même le signe d'une société qui est en ralentissement. On perd des parts de marché ici. Après, le management est pas si mauvais, puisqu'il arrive à quand même compenser cette baisse. Donc pas trop mal à ce niveau-là. Ensuite, conversion des bénéfices nets en free cash flow. Free cash flow largement plus élevé que les bénéfices nets. Alors, est-ce qu'on est aidé par le BFR? Oui, 17 milliards d'amélioration grâce à la variation du BFR favorable. Ensuite, est-ce qu'on arrête de faire des dépenses en capital et du coup, on a des dépréciations et amortissements qui sont inférieures aux dépenses en capital. Donc, on continue à faire des dépenses en capital, voire elles accélèrent depuis quelques temps. Donc, est-ce que le groupe investit dans l'IA, par exemple? Possible. La question est de savoir, est-ce que ces dépenses en capital permettent derrière de générer des cash flows opérationnels? Pour l'interrogation. Donc ça, il faut suivre sur la durée le groupe. Mais dans ce cas-là, cette dépense en capital élevée, elle doit impacter les free cash flow normalement, mais on a potentiellement des other non-cash items, on a pour 50 milliards. Donc ça aide à compenser un petit peu. Je suis pas sûr qu'on ait toute l'explication ici, donc si vous voulez toute l'explication du différentiel entre free cash flow et bénéfice net, allez dans les tableaux de flux de trésorerie. Tout ce qu'on peut dire, c'est que pour valoriser l'entreprise, il vaut mieux utiliser les free cash flow à mon avis, mais ça c'est s'il n'y a pas de dette évidemment. Et on va aller regarder la dette un peu plus tard. Maintenant, on regarde la rentabilité des capitaux investis. 14,4% en médiane, c'est correct, c'est convenable, c'est plutôt bon même. Là, ça baisse un petit peu, on est à 13,3%, donc bon, à surveiller. Est-ce que la trajectoire est irrémédiablement baissière, ou est-ce que le management va réussir à remonter cette rentabilité opérationnelle? Pareil, il faut voir ce que dit le management à ce sujet. Pour l'instant, à ce niveau-là, on est pas mal, parce qu'en fait, on est au-dessus de la croissance en médiane, voire même de la croissance organique, surtout, c'est ça l'intérêt. Est-ce qu'on est au-dessus de la croissance organique? Largement. Donc ça leur permet de dégager du cash pour ensuite se désendetter, rendre du cash aux actionnaires, faire des acquisitions. On regarde l'endettement maintenant. Et l'endettement, il est colossal.
il est colossal. On est à 4 fois l'EBITDA en dette nette pour une société du secteur du logiciel. Bon, ils font aussi bien sûr du conseil, hein, donc c'est aussi une ESN en même temps. Être aussi endetté, c'est quand même très cher. C'est trop. Pourquoi est-ce qu'on est endetté comme ça? En fait, vous faites des acquisitions, hein, donc les acquisitions, il faut bien les financer. Et ça, ça vous coûte, ça vous plombe votre bilan assez longtemps, le temps d'amortir la dette et de la rembourser. Surtout que la dette augmente plus vite que l'EBITDA, donc ça c'est inquiétant. Hein. Au bout d'un moment, on va plus pouvoir s'endetter. Il faudra même couper dans les dépenses en capital, parce qu'en fait, l'EBITDA, on mesure par rapport à l'EBITDA, mais l'EBITDA c'est des free cash flow potentiels qu'on pourrait utiliser pour rembourser la dette, mais on rembourse la dette avec les free cash flow. Et les free cash flow, ils sont, allez, si on a arrondi à 6 milliards, alors on a plus de 15 fois les free cash flow. Donc attention quoi, trop endetté ce dossier-là. Il est trop endetté. Donc il faut à tout prix que la dette baisse. Pour l'instant, c'est pas ce qu'on voit. Hein. Il y a peut-être des trimestres de baisse comme ça, ou de stabilisation, et là, paf, ça repart. Donc danger là-dessus. Ensuite, on va regarder la rémunération des actionnaires. Est-ce que ça a du sens de rémunérer les actionnaires quand les créanciers ont une telle part du gâteau? Point d'interrogation. Donc on voit qu'il y a un dividende qui a une augmentation assez constante. Il représente 4 milliards 4 à l'heure actuelle. Ça mange une bonne partie des free cash flow quand même. Hein. Donc le payout ratio est hyper élevé. Donc ça c'est pas durable. En plus c'est pas très rémunérateur hein, comme dividende. Hein. On a entre 1 et 1,5%. On avait un historique de rachat d'actions depuis 10 ans assez important. Et hop, on s'est mis à réaugmenter le nombre d'actions. Donc pourquoi? En fait, ils ont plus de free cash flow. Le problème, c'est qu'ils ont plus de free cash flow pour tout faire. Donc ils peuvent pas rembourser la dette. Donc la dette continue à monter. Ils versent un dividende, mais le payout ratio en termes de free cash flow est hyper élevé. Ils peuvent plus racheter d'actions puisqu'il n'y a plus de free cash flow. Donc rémunération d'actionnaire à 1,50%. C'est pour une société aussi mature, c'est plutôt faible. Et donc il faut s'attendre à ce que le dividende soit coupé et que même les dépenses en capital soient coupées pour qu'on commence à rembourser la dette. Là, c'est ça qui va se passer à mon avis. Conclusion, alors d'abord la valorisation. Alors, on est à 12 en VE sur EBITDA 20 ans. Si on se fait sur 10 ans, on est à 12,5. À l'heure actuelle, on est à 18,8. Je comprends pas du tout pourquoi on est valorisé à ce niveau-là. Franchement, c'est un mystère. Hein. Avec une telle dette, une si faible rémunération d'actionnaire, une croissance qui est un peu faible, qui est stimulée à coût d'endettement pour acheter des boîtes, d'accord, mais ça mérite pas d'être aussi survalorisé par rapport à l'historique. Si on est un peu plus indulgent, on peut se mettre une médiane 5 ans à 16,4. Et là, pareil, hein, ça reste surévalué. Conclusion de Oracle, c'est trop dangereux comme dossier. À mon avis, il faut attendre que la dette baisse beaucoup. Hein. Il faudrait que la dette soit divisée par 2, qu'on ait une dette nette sur EBITDA de 2 fois, que les free cash flow remontent pour qu'on ait un payout ratio en termes de free cash flow qui soit à 50%, et que les rachats d'actions reprennent. Et donc du coup qu'on a que le multiple il baisse à 10 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA, c'est ce que ça vaut de répondre. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.